Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir grâce à James Webb que le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, pourrait bien être une cible propice pour la recherche de vie. On verra ensuite que la NASA tient enfin son administrateur général, que la Chine et les États-Unis ont réussi à collaborer brièvement dans l'espace, qu'Ariane 6 régale et que Google se verrait bien partir à la conquête de l'orbite. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. DNDE est une émission d'actualité destinée aux amateurs d'espace et d'astronomie. Quand on rentre dans certains sujets, je me dis que parfois ça doit être un peu effrayant pour les néophytes. Nos vidéos sont truffées de sigles et de concepts qu'on ne réexplique pas toujours. Il y a un délicat équilibre à trouver dans la vulgarisation. Si on revient trop souvent sur certains concepts qu'on a déjà expliqués dans des vidéos précédentes, les habitués de la chaîne peuvent s'ennuyer. Si au contraire on saute toutes ces explications, le public plus occasionnel peut vite être perdu. Heureusement, il y a d'autres sources qui font ce travail pour centraliser toutes ces informations, et une de mes préférées, c'est le Grand Atlas de l'astronomie de chez Glénat, qui nous fait l'honneur d'ailleurs de sponsoriser cette vidéo. Vous connaissez peut-être déjà, le Grand Atlas de l'astronomie, c'est la référence en français pour apprendre et comprendre les sujets qui touchent à l'astronomie et au spatial. Qu'il s'agisse de l'histoire de Mars, de la détection des ondes gravitationnelles ou de votre constellation favorite, l'Atlas couvre quasiment tous les sujets sur plus de 300 pages. Une section est même réservée aux technologies spatiales, donc ça recoupe plus ou moins tous les sujets de la chaîne. C'est, je trouve, un support idéal si vous visionnez régulièrement notre contenu et que vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur un sujet, par exemple les naines blanches. Comme son nom l'indique, c'est un grand format 27 sur 37 cm. Ça permet d'intégrer plein de photos magnifiques, parfois en double page, pour illustrer les informations. L'édition 2025 est parue le 8 octobre et se trouve facilement en librairie, dans les Fnac, dans les espaces culturels ou même sur Amazon. Comme d'habitude, c'est Hubert Rive qui a rédigé la préface, et le monsieur a toujours le don pour émerveiller et redonner toutes ses lettres de noblesse à la science. Et avec les fêtes qui approchent, c'est une excellente idée de cadeau si vous avez un fan d'espace dans vos proches. L'Atlas est vendu au prix de 39,95 €, et je vous mets le lien dans la description vers le site de l'éditeur. Et nous, on va continuer les actualités spatiales avec un sujet qui est justement traité allègrement dans le Grand Atlas. Sur la chaîne, on parle souvent de la recherche de la vie dans le système solaire, et même sur des exoplanètes. Que ce soit Mars, Encelade, Trappiste 1e ou K2-18b, les indices sont maigres mais l'espoir est permis. Quand on y réfléchit, notre recherche est pour le moment cantonnée à un tout petit coin du cosmos, le système solaire, et les planètes qui gravitent autour de certaines étoiles proches. Pourtant, si la vie a émergé ailleurs, on peut grandement multiplier nos chances en regardant bien au-delà, dans les régions lointaines de la Voie lactée, voire dans d'autres galaxies. C'est un exercice évidemment très difficile. Plus la distance augmente, plus les observations sont complexes. On a déjà bien du mal à connaître la chimie de Proxima Centauri b, alors essayez d'imaginer pour une planète située à des dizaines de milliers, voire à des millions d'années-lumière. Pourtant, même aussi loin, il reste possible de faire des découvertes fascinantes, et cette semaine, c'est James Webb qui nous le prouve. L'observatoire de la NASA a été sollicité pour étudier le grand nuage de Magellan, une galaxie naine satellite de la Voie lactée. Elle évolue à environ 160 000 années-lumière de nous. C'est peu à l'échelle des distances intergalactiques, mais c'est un gouffre phénoménal quand on essaye de faire des analyses chimiques. Grâce à son instrument MIRI, James Webb est tout de même parvenu à y découvrir des molécules organiques complexes. C'est la première découverte de ce type en dehors de la Voie lactée. Ces molécules ne sont évidemment pas un signe de vie, mais elles démontrent qu'on peut trouver une chimie favorable à celle-ci même dans d'autres galaxies. On pouvait s'en douter, mais la preuve existe maintenant. Et la quête de la vie peut donc s'étendre sur un horizon bien plus large. La liste des molécules qui ont été identifiées comporte l'acide acétique, l'éthanol et le méthanol, des molécules qui peuvent servir de base aux acides aminés, lesquels sont essentiels à la vie, et peuvent à leur tour être combinés pour former des protéines. Presque 20 molécules différentes ont été identifiées.
Elles ont été trouvées dans des grains de glace qui entourent une proto-étoile massive ST6. Cela permet d'avoir une idée de la complexité de la chimie organique dans les phases précoces de la vie d'une étoile, pendant que l'astre est encore en train d'agréger de la matière. On avait déjà trouvé des molécules organiques autour de proto-étoiles de la Voie lactée, mais cette découverte permet de franchir un gouffre. Le grand nuage de Magellan contient environ 20 milliards d'étoiles. C'est 10 à 20 fois moins que la Voie lactée, mais il garde un potentiel intéressant pour la recherche de la vie. D'habitude, les galaxies naines ne font pas de très bons candidats, car elles ont une métallicité faible. Comme elles comportent moins d'étoiles, elles ont connu moins de supernovas, qui ont répandu moins d'éléments lourds, les matières premières nécessaires pour faire des planètes telluriques. Le grand nuage de Magellan est cependant un exemple de galaxie naine avec une métallicité élevée. Ces étoiles doivent donc avoir des planètes telluriques et la vie telle qu'on la connaît est donc plus probable, surtout si la chimie organique a pu s'y développer. Le grand nuage de Magellan est en plus tout proche de nous, ce qui nous offre une chance de mener la première recherche de vie extragalactique. Il serait après tout amusant de découvrir les premières espèces extraterrestres, ni dans le système solaire, ni dans la Voie lactée, mais dans une autre galaxie. Attention, la quête risque d'être longue. Il y a un autre feuilleton à rallonge qui vient toutefois de trouver une conclusion. C'est bien Jared Isaacman qui sera l'administrateur général de la NASA pour les 3 prochaines années. La nomination du monsieur a été confirmée par la Maison-Blanche mardi dernier, après presque 1 an d'indécision. On rappelle qu'Isaacman avait été le premier candidat envisagé avant d'être écarté pour raisons politiques. Il semble être revenu dans les bonnes grâces du clan Trump et peut donc enfin être validé en tant qu'administrateur général de l'agence. Ça a juste pris 10 mois de plus que prévu. On rappelle que le gouvernement américain est cependant toujours en phase de shutdown, au moment où on écrit cette news. Isaacman a donc les coups des franches mais pas de budget. On ne sait pas trop combien de temps la situation va durer, on est apparemment dans un des shutdowns les plus longs de l'histoire américaine. La volonté de la Maison-Blanche, c'est d'imposer un budget de la NASA en forte baisse, avec seulement l'effort lunaire d'Artemis qui serait préservé. Le Congrès a l'air moins enclin à tailler dans le lard, et tant que les deux branches ne s'entendent pas, on ne saura pas de combien d'argent l'agence spatiale va disposer en 2026. Accessoirement, c'est aussi vrai pour un paquet d'autres agences du pays. On ne connaît pas encore non plus les plans d'Isaacman. Le média Politico annonce avoir mis la main sur un manifeste confidentiel de 62 pages qui détaille sa vision pour l'agence. L'homme d'affaires / astronaute y préconiserait notamment un modèle de Science as a Service. En gros, la NASA achèterait des données scientifiques auprès d'autres acteurs privés, comme elle achète des vols habités ou des alunissages avec ses LPS. C'est un peu bizarre, de premier abord, la science fondamentale ne sera jamais un business. On imagine mal une entreprise développer sur fonds propres un observatoire en rayons gamma pour ensuite vendre toutes les données à la NASA. Que se passe-t-il le jour où l'entreprise en question décide unilatéralement de multiplier le prix de l'accès à ces données par 10 ? Quel autre client qu'une agence spatiale pourrait être intéressé ? Bref, on se pose plein de questions. Concernant la Lune, le bonhomme est notoirement proche de SpaceX et pourrait par exemple refermer le contrat de l'atterrisseur d'Artemis 3, qui avait été réouvert par son prédécesseur Shin Duffy il y a quelques jours. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde. En tant qu'Européens, on s'intéressera particulièrement aux décisions qui affectent Orion et la Gateway. Ce sont là que se trouvent les principales contributions du vieux continent, et donc là qu'il y a des contreparties à faire valoir pour espérer emmener un astronaute européen sur la Lune, voire 2 ou 3. C'est aussi là qu'on a le plus à craindre. Toujours selon le même manifeste dégoté par Politico, Isaacman voudrait pousser pour un abandon du SLS et de la Gateway. Il serait en revanche favorable au développement de la propulsion nucléaire. Draco serait donc peut-être sauvegardé. On attendra une communication un peu plus officielle pour tirer des conclusions définitives. Isaacman va avoir un travail très difficile. En 3 ans, il doit mettre son pays sur les rails pour retourner sur la Lune, si possible avant la Chine. Cela veut dire qu'il lui faut un atterrisseur et des combinaisons opérationnelles avant 2029. Pour le moment, c'est assez mal parti. L'indécision constante et le budget incertain ne doivent pas encourager les partenaires de la NASA à accélérer la cadence. Si j'étais l'ESA, par exemple, j'attendrais de connaître le sort de la Gateway avant d'engager plus de budget dans l'affaire, quitte à perdre des mois de développement.
La course à la Lune avec la Chine est un enjeu de confrontation entre les deux puissances. Mais parfois, il faut aussi savoir collaborer. On en a eu un rare exemple récemment. Pour la première fois, l'agence spatiale chinoise a contacté la NASA au sujet d'une collision possible entre satellites. L'un d'entre eux étant chinois et l'autre américain. Il fallait se concerter et on est content de voir que les égos ont été mis de côté quand la situation l'exigeait. La Chine a ainsi proposé aux États-Unis de ne pas faire bouger leurs satellites pendant que eux effectueraient la manœuvre d'évitement, ce que la NASA a été heureuse d'accepter. Une collaboration en toute intelligence qui va probablement devenir de plus en plus nécessaire. Les deux pays sont en train de lancer des satellites à un rythme effréné. Et le problème, c'est que la majeure partie d'entre eux ne sont pas opérés par leurs agences respectives. Starlink ou Kuiper ne dépendent pas de la NASA, et Qianfan, leur équivalent chinois, qui a déjà 120 satellites en orbite, n'est pas rattaché à la CNSA, l'agence spatiale chinoise. Est-ce que les responsables de Qianfan prendront leur téléphone pour appeler SpaceX si un risque de collision a lieu ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisme supranational qui pourrait coordonner le trafic spatial, ou à minima émettre des règles et appliquer des sanctions. Les décisions réglementaires des uns débouchent plutôt sur les protestations des autres, même entre alliés. Ainsi, la semaine dernière, le département d'État américain s'est insurgé contre une proposition de loi européenne. Cette dernière propose d'instaurer des règles communes sur les opérateurs de satellites, notamment concernant la pollution orbitale. Toutes les entreprises qui souhaitent proposer des services spatiaux sur le marché européen devraient donc suivre ces règles ou faire face à de fortes amendes. Les États-Unis étant de très loin le premier lanceur d'objets dans l'espace, ils sont concernés de près. Les Européens craignent que le rythme d'innovation américain débouche sur des problématiques de sécurité importantes. Les Américains redoutent que les régulations européennes mettent des bâtons dans les roues de cette innovation. C'est au fond le même débat qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle, la conduite autonome ou d'autres domaines où l'innovation progresse très vite. Et le casse-tête européen n'en est qu'à ses débuts. Les méga-constellations de télécommunications pourraient n'être que le fer de lance. On vous en parle depuis plusieurs mois, les applications de calcul orbital ont le vent en poupe. L'idée d'entraîner les IA ou de faire de l'inférence en orbite, là où l'énergie solaire est abondante, commence à séduire de plus en plus de monde. Ces derniers jours, c'est Google qui a à son tour montré son intérêt. Le patron de l'entreprise, Sundar Pichai, s'est fendu d'un post sur X qui explique la démarche. Un papier des équipes de Google Research a également été partagé. Le projet prend le nom de Suncatcher. L'équation est simple, les centres de calcul dédiés à l'IA ont besoin de plus en plus d'énergie et de plus en plus de refroidissement. Le Soleil émet des milliers de milliards de fois plus d'énergie que ce que l'humanité consomme. Et un objet à l'ombre de la Terre a vite fait de descendre à moins 150 degrés. Pour Google, la solution consiste à bâtir des constellations qui graviteraient perpétuellement au niveau du terminateur, la frontière entre le jour et la nuit. Ils y recevraient une illumination constante et pourraient donc alimenter des calculs avec des panneaux solaires 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans se soucier de météo ou de saison. L'entreprise fait donc le pari d'une constellation où le calcul serait distribué. Comme on en parlait la semaine dernière, c'est aussi la direction que semble prendre SpaceX. Nvidia, à l'inverse, semble vouloir parier sur une unique station équipée de panneaux solaires immenses. Les deux philosophies de développement ont donc leurs supporters. Le papier publié par les équipes de recherche de Google souligne une condition fondamentale. Pour que l'équation économique fonctionne, il faut qu'ils puissent accéder à un service de lancement à moins de 200 $ du kilo. Une Falcon 9 offre actuellement des prix d'environ 3 à 5 000 $ du kilo. Il faut donc encore diviser les coûts par 15 ou 20 si on souhaite rendre ces applications possibles. Autrement dit, elles reposent sur la prédiction que le Starship va remplir toutes ses promesses. C'est la seule architecture qui a une chance d'atteindre des prix au kilo aussi bas d'ici 5 à 10 ans. L'autre gros défi, c'est bien évidemment le refroidissement. Il a beau faire froid à l'ombre dans l'espace, la chaleur circule très mal. Le vide est un très bon isolant. Pas de convection, pas de conduction. Le seul moyen d'évacuer la chaleur, c'est par rayonnement. Google précise ainsi qu'en plus des panneaux solaires, les satellites auront besoin de grands radiateurs, maintenus constamment à l'ombre. C'est le même défi qui a été identifié par à peu près tout le monde et qui limite pour le moment l'application. Personnellement, si je démarrais une start-up dans le spatial, j'essaierais d'innover sur les radiateurs. Ça pourrait rapidement intéresser pas mal de monde. En Europe, on n'a clairement pas les capacités de lancement pour entretenir de telles ambitions, mais les choses s'améliorent. La semaine dernière, Ariane 6 a mené sa 4e mission qui s'est soldée par un succès total. Cela a permis de mettre en orbite le satellite Sentinel 1D.
Ce dernier va permettre d'étendre les capacités en imagerie radar du programme Copernicus avec un paquet d'applications à la clé. Sentinel 1D va fournir des images radar extrêmement précises qui pourront notamment caractériser des changements de quelques millimètres dans la topographie du sol. De quoi repérer une montée des eaux, des progrès de construction, l'avancement d'une mine à ciel ouvert ou les conséquences d'un glissement de terrain. Pour Ariane 6, c'est un nouveau succès qui donne confiance et qui devrait permettre d'accélérer la cadence. Le nouveau lanceur lourd européen a un carnet de commandes bien rempli mais n'a réalisé que 3 vols en 2025. L'ambition est donc de vite monter en cadence. Arianespace vise ainsi entre 6 et 8 lancements l'année prochaine. Au final, le nouveau lanceur européen se débrouille plutôt bien. 3 lancements en 2025, c'est un bon score quand on se compare aux autres nouveaux lanceurs lourds. La Vulcan Centaur Duela n'a effectué qu'un seul vol cette année. Idéalement, Arianespace aimerait atteindre une cadence d'une dizaine de vols par an. Si on y ajoute les tirs de Vega C, ceux de Maya Space et les décollages des micro-lanceurs depuis l'ancien pas de tir Diamant, on pourrait se retrouver avec une activité assez soutenue à Kourou, avec plusieurs lancements tous les mois. On n'en est pas encore là, mais c'est une perspective de plus en plus réaliste. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir le grand atlas de l'astronomie édité chez Glénat par le lien qui est en description. On les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez également consulter dans la description nos sources et nos réseaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.